Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. Хаймарс, Петріот, Абрамс, Айріс-Ті, Челленджер, Насамс, Léopard. Vladimir Poutine était convaincu que l'invasion de l'Ukraine se déroulerait sans accroc et que ce serait réglé en question de quelques heures, voire de quelques jours. Il imaginait un blitzkrieg, une progression rapide des troupes russes à travers le territoire ukrainien, l'encerclement de Kiev, la fuite de Zelensky et la capitulation sans condition de l'armée ukrainienne. Poutine s'imaginait en héros de la nation, en stratège militaire. En absorbant l'Ukraine, il voulait rééditer la formation de l'URSS en 1922. Nous avons aussi trouvé des uniformes de parade. Ils s'attendaient donc à prendre Kiev en 2 jours et à organiser ensuite un défilé ici. Nous pouvons donc affirmer à présent que nous avons complètement déjoué leur plan. Oleksandr Roudzevich, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre ukrainienne. Mais en réalité, c'est tout le contraire qui a eu lieu. Les Ukrainiens ont déjoué l'invasion, ils ont opposé une résistance féroce qui, pour certains, dure déjà depuis 2014 et la communauté internationale a fait preuve d'une grande solidarité. L'armée russe a révélé au monde entier ses faiblesses, ce qui a naturellement permis à l'OTAN de montrer sa suprématie militaire. Le bilan pour la Russie est désastreux, tant en coût matériel qu'en termes de vie humaine. Dernières estimations parlent de 180 000 tués ou blessés côté russe. En 2 ans, l'armée russe a perdu plus d'officiers et de hauts gradés qu'elle n'en a perdu en 7 ans de guerre en Syrie ou que les soviétiques en 1 décennie en Afghanistan. Les unités d'élite, telles que les troupes parachutistes et l'infanterie navale, ont été décimées. C'est une avalanche de défaites pour le Kremlin. La Russie a probablement perdu plus de la moitié de ses chars en Ukraine, selon des estimations. On parle de plusieurs milliers de chars et de blindés de tout type, y compris des avions, des hélicos, des navires de guerre et des batteries d'artillerie. Et ça, ce sont les pertes qu'on a réussi à documenter. D'autres ont très bien pu passer sous le radar. Autrement dit, une véritable débâcle militaire pour la Russie. À tel point qu'au grand étonnement de l'OTAN, la Russie n'a même pas réussi à prendre Kharkiv, l'une de ses principales cibles lors du début de l'invasion, une ville située à seulement 50 km de sa frontière. Ça, plus le fait que les Ukrainiens ont réussi à pénétrer l'oblast de Koursk au cours d'une contre-offensive surprise. Par contre, on va pas non plus minimiser les dégâts en Ukraine. Grâce à son artillerie, Moscou a effacé, oblitéré des villes entières, comme Mariupol, Severodonetsk, Irpin, Popasna ou Bakhmut. Et le pire pour Poutine, c'est que malgré les pertes énormes de l'armée russe, il n'a pas réussi à atteindre un seul de ses objectifs. Zelensky est bien en place, plus légitime que jamais, l'unification des peuples slaves n'a pas eu lieu, l'Ukraine n'est pas tombée et ses liens avec l'Occident sont plus forts que jamais. Наша віра зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. Et malgré l'évidence de la défaite, ou en tout cas de la non-victoire, Poutine refuse de céder et de battre en retraite. Question d'orgueil, mais aussi de survie de son régime. C'est le triomphe ou la chute. À la décharge de Poutine, certains experts ont émis l'hypothèse que son entourage, et tout particulièrement l'état-major, lui dissimule la gravité de la situation. On estime qu'environ 97% de l'armée russe est actuellement déployée en Ukraine, ou en tout cas 97% des unités de combat. Aucun des deux camps ne peut prétendre à une victoire claire dans les mois à venir. Bref, quand est-ce que cette guerre va se finir et quels sont les différents scénarios d'issue de conflit? Paix, armistice, anéantissement mutuel, victoire totale? On va regarder ça tout de suite. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de contribuer à l'aventure Diplomatrix, je te laisse un lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Allez, on démarre. Vers une résolution du conflit ? Début octobre 2021, une réunion très importante s'est tenue dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Y participaient entre autres Joe Biden, le directeur de la CIA William Burns, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le général Mark Milley, le chef d'état-major de l'armée la plus puissante du monde. Alors l'objectif de la rencontre, faire le point sur le déclenchement imminent de l'invasion de l'Ukraine. Pour une fois, les services de renseignement avaient fait leur boulot. On parle plus de faisceaux d'indices qui tendraient à indiquer éventuellement une attaque. Les infos étaient formelles, le risque était réel. 5
5 mois avant le début de l'invasion, les États-Unis et l'Ukraine ont donc commencé les préparatifs pour la guerre à venir. Or, durant cette réunion, comme le confirmera plus tard le général Miley en personne, 4 lignes d'action ont été convenues. Premièrement, un conflit direct entre l'OTAN et la Russie devait être évité à tout prix. Deuxièmement, en cas de guerre, tout devait être fait pour la contenir en Ukraine. Troisièmement, le renforcement des capacités défensives de l'OTAN et sa cohésion sont devenus une priorité. Et finalement, le point clé, il fallait donner à l'Ukraine les moyens de se battre. Cette réunion s'est avérée cruciale pour la suite des événements. L'issue aurait pu être complètement différente si les 4 hommes réunis ce jour-là avaient adopté une autre posture. Mais dès lors, si la Russie enfreignait la souveraineté de l'Ukraine, alors les Ukrainiens auraient les armes pour la défendre. 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall, and most important, it stands free. L'Occident s'est solidarisé avec l'Ukraine. Plus de 160 milliards de dollars d'aide militaire, financière et humanitaire ont été engagés. L'Ukraine peut tenir. Combien de temps ? Ça dépendra des élections US. Personne ne pensait que les Russes déclencheraient une guerre médiévale au XXIe siècle. Ce conflit va changer le visage de l'Europe autant que la Seconde Guerre mondiale. James Risch, sénateur républicain de l'Idaho et membre du comité des relations extérieures du Sénat. Bon, on peut se réjouir de la résilience de Kiev, et en même temps, plus le conflit s'éternise, plus il y aura de morts. Donc maintenant qu'on a un aperçu de la guerre russo-ukrainienne, ça serait pas mal de se pencher sur les issues possibles. Nous, on voit 4 scénarios possibles, 5 en vrai, mais on verra ça plus tard. Et ces scénarios, ils sont pas tous forcément souhaitables. On t'explique. Lâcher l'Ukraine. Poutine comptait sur l'inaction de la communauté internationale. Et c'est justement cette solidarité qui a sauvé l'Ukraine, dont la résistance, aussi héroïque qu'elle fût, n'aurait pas suffi face au déluge russe. Le truc, c'est que ça pourrait encore se produire. Trump et Le Pen, par exemple, qui sont opposés ouvertement à l'aide à l'Ukraine, pourraient bien arriver au pouvoir. Dans quelques années, Le Pen pourrait être élu président de la République française. Or, par loyauté envers Poutine, vu que c'est des banques russes qui ont financé sa première campagne présidentielle, elle s'était initialement prononcée contre le soutien à l'Ukraine. Mais face au tollé, elle a dû faire marche arrière et elle a fini par admettre une naïveté collective. Guerre en Ukraine, l'extrême droite française reconnaît sa naïveté face à Vladimir Poutine. En revanche, si Trump remporte les élections en novembre, alors l'aide militaire états-unienne, la plus importante, pourrait être discontinuée. L'Ukraine finirait très probablement par chuter, ou au mieux, elle finirait par négocier un cessez-le-feu en situation d'infériorité, ce qui reviendrait à une victoire de facto pour Poutine et un désastre pour l'Ukraine. En fait, la lassitude occidentale constitue l'un des atouts majeurs de Vladimir Poutine. C'est très probablement son pari. Il espère que l'opinion publique occidentale finira par se lasser de la guerre et de ses conséquences comme la hausse des prix de l'énergie, ce qui finirait inévitablement par porter au pouvoir en Europe des gouvernements plus russophiles, ou en tout cas moins russophobes, c'est selon. C'est aussi la raison pour laquelle le voyage à Kiev de plusieurs hauts responsables occidentaux était crucial. Il s'agissait de réaffirmer le soutien indéfectible de l'Occident à la cause ukrainienne. On ignore ce qu'il adviendrait des Ukrainiens en cas de retrait du soutien occidental, mais les centaines de corps qui ont été exhumés à Boutcha et Izium et qui portent des marques de torture et de viol nous rappellent le sens profond de cet engagement. Et puis, ce serait aussi une catastrophe pour le reste de la communauté internationale. Le message envoyé, c'est celui de l'impunité, de la loi du plus fort, de l'inaction. Les régimes autoritaires se sentiraient encore plus libres d'agir sans craindre de répercussions, de tribunaux internationaux, d'ingérences et de sanctions internationales. Surtout que depuis, la CPI nous a concocté une petite surprise. C'est symbolique, mais c'est lourd de sens. Mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine. Mais justement, sans réponse occidentale, la Corée du Sud, la Moldavie et Taïwan deviendraient des proies encore plus vulnérables. If Putin wins in Ukraine, the message to him and other authoritarian leaders will be that they can use force to get what they want. This will make the world more dangerous and us more vulnerable. C'est précisément la raison pour laquelle laisser tomber l'Ukraine est totalement exclu. President Putin is confronted with something today that he didn't think was possible a year ago. The democracies of the world have grown stronger, not weaker.
But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger. Ce qui nous mène à la deuxième issue du conflit possible. Le gel du conflit. À l'offensive russe initiale, les Ukrainiens ont répondu par une contre-offensive brutale. Mais 2 ans et demi après l'invasion, la guerre semble s'être figée. De maigres conquêtes territoriales, si ce n'est pas des batailles ponctuelles pour des positions comme la ville de Bakhmut qui n'a aucun intérêt stratégique, ou pour la reconquête de courses côté russe. Les Russes ont envoyé des dizaines de milliers d'hommes pour renforcer leur position et pour défendre le territoire conquis. Mais plus de percées significatives. Les pertes subies par la Russie ont été si énormes qu'elle est passée d'une logique de conquérir toute l'Ukraine à seulement quelques oblasts. Mais côté ukrainien, il y a aussi eu pas mal de pertes. Et surtout, il y a eu beaucoup de victimes civiles. Si les alliés de l'Ukraine décidaient de réduire les livraisons d'armement et de matériel, le conflit pourrait s'enliser ad vitam aeternam. Surtout que le contexte s'y prête. L'épuisement des troupes et de la population civile, le désintérêt de l'opinion publique occidentale, l'impact de la crise énergétique, beaucoup de pays pourraient être tentés par cette issue et de laisser le conflit s'embourber en espérant un retour progressif à la normalité. Et puis, si la Russie parvenait malgré tout à réaliser une offensive majeure, à conquérir de nouveaux territoires et proposer dans la foulée une armistice, c'est tout à fait possible que les alliés occidentaux de l'Ukraine fassent pression sur Zelensky pour qu'il accepte de négocier, ce qu'il refuse actuellement de faire. Nous n'arrêtons pas de répéter que la Russie ne doit pas gagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si la guerre dure assez longtemps avec cette intensité, les pertes de l'Ukraine deviendront insurmontables. Déclaration d'un haut responsable français au Wall Street Journal. Personne ne peut prévoir les conséquences d'une Ukraine sous occupation, d'une Ukraine partiellement annexée. Quant à la population civile dans les territoires occupés par la Russie, on peut considérer qu'une bonne partie de ceux qui sont restés acceptent de facto l'idée de l'annexion. Est-ce qu'ils chercheraient à tout prix à fuir ces oblasts pour gagner l'Ukraine libre? Est-ce qu'ils s'organiseraient en mouvement de résistance? Connaissant le passé sulfureux de la Russie, la répression serait sanglante. Et puis, l'Ukraine parviendrait-elle à se reconstruire, à attirer à nouveau les capitaux étrangers, alors que techniquement le pays serait toujours en guerre avec un risque de reprise du conflit? On peut pas ignorer que l'économie ukrainienne est en lambeaux et que ses infrastructures critiques sont gravement endommagées. Le modèle sociétal et économique de l'Ukraine n'est pas viable en état et on court à la catastrophe à moyen terme. Surtout que la Russie pourrait très bien redémarrer les hostilités d'ici quelques années quand l'Ukraine serait encore plus affaiblie. Bref, une issue pareille, c'est laisser la victoire à la Russie. Une victoire pas aussi éclatante que Poutine aurait aimé, mais une victoire néanmoins. Il aurait réussi à annexer une partie de l'Ukraine et il aurait vaincu seul l'Occident. Beijing surveille de près pour évaluer le prix que la Russie paie ou la récompense qu'elle reçoit pour son agression. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui pourrait se produire demain en Asie. Jens Stoltenberg, ex-secrétaire général de l'OTAN. Or, si nos volumes de livraison d'armement n'augmentent pas bientôt, alors on risque de voir ce scénario devenir une réalité. C'est probablement la meilleure issue, en tout cas la plus réaliste pour Poutine. C'est pour cette raison que d'autres pays comme la France et l'Allemagne, mis en difficulté par la guerre pour des raisons assez évidentes, les hydrocarbures, ils envisagent une troisième solution pour mettre fin aux hostilités. Pensez 2025. En vrai, avec la guerre en Ukraine qui s'éternise et le risque accru d'escalade nucléaire, pas mal de cercles d'intérêt russes pourraient faire pression pour écarter Poutine du pouvoir. Pour éviter un tel scénario, Poutine pourrait être tenté de négocier. Il pourrait éventuellement faire quelques concessions, mais ça suppose que côté ukrainien aussi. C'est du moins ce que semble penser Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Mais pour espérer cette issue, l'Ukraine doit être en mesure de tenir tête à la Russie. Ils ont besoin d'armes et de chars. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que l'Ukraine lance une offensive militaire qui repousse le front russe pour ouvrir la voie à un retour aux négociations. Emmanuel Macron. Si une offensive ukrainienne dans le sud-est permettait d'atteindre la mer d'Azov, de reprendre toute la zone de Zaporizhzhia et de mettre la Crimée à portée d'artillerie, ça pourrait suffire pour forcer le Kremlin à négocier. Après, si une sortie négociée du conflit est convenue, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la Russie pour respecter sa part du deal? Dur à dire. Jusqu'à maintenant, l'histoire nous a prouvé le contraire. La Russie était supposément la garante de la sécurité et de la souveraineté totale de l'Ukraine, y compris de la Crimée, à condition que celle-ci lui remette ses ogives nucléaires soviétiques. En tout cas, c'était ce à quoi Moscou s'était engagé dans le mémorandum de Budapest en 1994. Le résultat, on le connaît, 20 ans plus tard, la Russie annexait la Crimée.
Donc si des négociations devaient se tenir, elles supposeraient que l'Occident continue d'armer l'Ukraine pour décourager toute nouvelle agression russe à l'avenir. Et on parle de véhicules blindés, de missiles et d'une vraie flotte aérienne. On pourrait même envisager un accord de défense entre l'Ukraine et l'OTAN. Surtout qu'avec une issue négociée et la protection de l'Occident, l'économie ukrainienne pourrait redevenir attractive pour les investissements étrangers. C'est cette voie qui semble avoir la préférence du tandem Paris-Berlin. Et les dernières rumeurs de palais suggèrent que le Royaume-Uni, l'un des pays les plus impliqués, n'y serait pas opposé non plus. Aujourd'hui, beaucoup d'experts pensent que cette issue est la plus probable, surtout vu l'imminence des élections US et la possible victoire de Donald Trump. Après, il y a une dernière issue possible. Celle-ci est très populaire dans les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, et aux États-Unis aussi. Une issue beaucoup plus radicale. La victoire à tout prix. Les livraisons d'armes occidentales ont insufflé un nouvel espoir à l'Ukraine. Des véhicules blindés, le Bradley Made in USA, le Stryker canadien, le Marder allemand, des AMX-10 français, des chars comme le Challenger 2 britannique et le Léopard allemand, des batteries de défense antiaérienne Patriot, des HIMARS, les F-16, les missiles à longue portée, plus d'avions et l'affaire est quasiment pliée. Alors pourquoi on l'a pas fait avant ? Eh bah tout simplement parce qu'on savait pas si les Ukrainiens allaient résister. Ça aurait été une erreur stratégique d'équiper l'Ukraine et de risquer de voir les armes occidentales tomber entre les mains des Russes. Mais c'est surtout le message qui aurait été désastreux. En cas de défaite ukrainienne, ça voudrait dire que les armes de l'OTAN et le leadership des États-Unis ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et puis les USA sont les principaux fournisseurs d'armement de l'Ukraine et ils n'ont pas forcément intérêt à une résolution rapide du conflit. Si les affrontements s'éternisent, la position de Poutine et la Russie elle-même continueront de s'affaiblir. Tant mieux pour Washington et ses alliés et surtout pour l'industrie de la défense occidentale. Sauf que là, ils se sont trompés d'ennemi. Le vrai rival stratégique des États-Unis, c'est la Chine et le terrain de jeu, c'est l'Indo-Pacifique. L'armée russe, elle, est épuisée et sous-équipée. Alors oui, on a parlé d'une deuxième vague de mobilisation. Mais si elle devait survenir, les nouvelles recrues n'auraient aucune expérience militaire et leur entraînement serait nul. Où sont les uniformes, les bottes, les casques? L'armée russe critiquée pour le manque d'équipement des soldats mobilisés pour l'Ukraine. Donc on ne peut pas écarter l'hypothèse que l'armée ukrainienne parvienne à repousser l'invasion russe au point de faire écrouler les lignes de défense russes. Le seul point délicat serait la Crimée, où l'on voit mal Moscou battre en retraite. Le risque, c'est une escalade du conflit. C'est peu probable que la Russie utilise des armes nucléaires, mais le danger est quand même là. Mais si c'est ce scénario qui l'emporte, alors ça impliquerait aussi la fin de Poutine. Déjà parce que ça la fout mal de perdre une guerre contre un pays beaucoup plus petit et moins puissant. Et aussi parce que Poutine avait fait de la modernisation de l'armée russe sa principale priorité de ces 2 dernières décennies. Et puis historiquement aussi, une guerre perdue, c'est systématiquement un changement de régime qui suit. Malgré les implications, parce que ça voudrait dire que le conflit continuerait jusqu'à la victoire, et donc il y aurait encore plus de victimes, et bah ça reste la solution la plus populaire en Ukraine. Кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, донечку, сестру, кохану людину, близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Le truc, c'est que côté russe, Poutine a l'air de vouloir la même chose. Vladimir Poutine veut gagner la guerre à l'usure, avertit le directeur de la CIA. Donc, on n'en a pas vraiment parlé, mais en fait, il y a une 5e possibilité. Poutine pourrait être renversé de l'intérieur. Mais t'inquiète pas, on va t'en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, ce sont les 4 scénarios et demi possibles, en l'état actuel des choses, de la fin du conflit russo-ukrainien. Maintenant, c'est à toi. Quel scénario faudrait-il privilégier à ton sens? On attend de lire ta réponse dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Fais-la tourner si c'est le cas, abonne-toi et like, et nous, on te dit à très vite.